L'évaluation par les pairs est au centre de la vie scientifique. Elle est essentielle pour la sélection d'articles de qualité dans les revues, et c'est bien sûr surtout de cela que je parlerai, mais est également évidemment indispensable pour l'évaluation des chercheurs et de leurs projets. Ce sujet est important par rapport à notre discussion d'aujourd'hui, car il conditionne dans une large mesure la nécessité de certains types de revues. Il éclaire d'un jour particulier également tout ce qui concerne le dépôt des articles sur archives, les épijournaux et tous les sujets apparentés. Paradoxalement, et certains d'entre vous ne le savent pas, la revue par les pairs est une activité relativement récente. J'ai plaisir à dire que les premiers journaux scientifiques ont été créés à Paris et à Londres en 1665, un an avant la création de l'Académie des sciences. C'était par l'Académie des belles lettres, l'inscription des belles lettres. Et le journal des savants avait assez vite ouvert la possibilité de faire expertiser des articles par des pairs. Les Philosophical Transactions qui ont été créés un peu après, quelques mois après le journal des savants, contrairement parfois à ce que disent parfois nos amis britanniques, ces journaux, donc, en fait, avaient très peu recours à ces évaluations. Et l'évaluation par les pairs, pendant très longtemps, est restée quelque chose de quasiment inexistant, inconnu par les chercheurs, et d'ailleurs critiqué par eux quand ils l'apprenaient. Je voudrais prendre l'exemple bien connu d'Albert Einstein, en 1923, qui soumet un article important à Physical Reviews, et pour la première fois, un de ces articles est soumis à une évaluation externe. Il proteste véhémentement en disant qu'il était inadmissible qu'un de ces articles soit montré à quelqu'un d'externe qu'il ne connaissait pas et qui puisse avoir un jugement sur ses travaux. En fait, ce sont dans les années 60-70 que tout a commencé. Netscher a commencé à faire expertiser ses articles par des pairs externes en 1964. Et après, tout a démarré, et aujourd'hui, bien sûr, c'est devenu une nécessité absolue dans toute l'activité scientifique, comme je le rappelais. C'est indispensable pour identifier les travaux de qualité, c'est indispensable pour faire un certain tri qui évite aux chercheurs d'être perdus dans une multitude, des milliers d'articles, et ceci est bien sûr beaucoup plus vrai dans certaines disciplines que d'autres, je pense à la biologie par rapport, par exemple, aux mathématiques. Et puis, ça c'est un point qui est un peu plus compliqué, c'est essentiel pour l'évaluation des chercheurs des projets, puisque maintenant, comme vous le savez, très naturellement d'ailleurs, on se fie sur l'acceptation d'articles dans des journaux de prestige pour évaluer les chercheurs ou leurs projets, ce qui pose des problèmes sur lesquels je reviendrai brièvement. Alors tout ça est bien, c'est une nécessité absolue. Mais les problèmes sont apparus progressivement. Et ces problèmes sont source de grandes frustrations, déceptions, mais même frustrations pour beaucoup de chercheurs, ce qui finalement est, à certains égards, assez injuste dans de nombreux cas. Le premier problème est que, pour des raisons pratiques et compréhensibles, les articles, je parlerai donc essentiellement des articles, même si les autres motifs d'évaluation posent les mêmes problèmes, les articles sont évalués par un petit nombre de pairs, 2, parfois 3, j'y reviendrai. Et on sait bien que la valeur statistique, je vous à peine utiliser le terme de statistique, d'une évaluation par un aussi petit nombre de pairs pose problème. Quelle est la validité de l'interrogation de 2 personnes ou 3 personnes? Et d'ailleurs, il suffit pour s'en convaincre de regarder les désaccords entre les experts, entre les pairs, qui sont extrêmement fréquents. Ça a été chiffré, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a beaucoup de publications là-dessus. C'était un véritable problème. D'ailleurs, c'est un problème qui peut être illustré de multiples façons. Il y a une illustration que je voudrais vous donner parce qu'elle m'a frappé dans la lecture que j'ai pu faire en préparant cet exposé. Il y a une étude qui a été faite il y a déjà un certain nombre d'années. Il y a eu un groupe de scientifiques qui ont eu le courage, l'idée saugrenue peut-être, mais le courage, de resoumettre 2-3 ans après l'acceptation d'articles par une revue internationale, de resoumettre 12 articles qui avaient été acceptés.
en changeant les noms et les institutions d'affiliation. Eh bien, vous le croirez ou pas, mais c'est publié. Eh bien, d'abord, il n'y a eu que 7 à 8% des articles qui ont été repérés comme des doublons. Bon, c'est pas beaucoup. Et parmi ces articles, et ceux qui ont été examinés, eh bien, il y en a eu plus de 60% qui ont été refusés alors qu'ils avaient été acceptés entre 1 et 2 ans et demi après. Ce qui est quand même un peu problématique, moi j'ai une anecdote personnelle que je connais, qui n'est pas moi-même, mais quelqu'un de proche, qui s'était trompé, qui avait envoyé 2 fois le même article avec les mêmes noms et le même titre à un journal à 2 mois d'intervalle. Les réponses sont arrivées à quelques jours d'intervalle, une totalement positive, l'autre totalement négative, ce qui montre qu'il y a quand même des problèmes très sérieux, ce qui ne veut pas dire que l'évaluation par les pairs ne fonctionne pas bien. Elle est indispensable et la plupart des évaluations sont de bonne qualité. Bon, ça c'est une chose qui est une difficulté. Alors elle est compensée dans une large mesure par le fait que les suggestions des pairs, même quand les articles sont refusés, sont utiles aux chercheurs. Les suggestions, les commentaires des pairs améliorent le plus souvent la qualité des articles, avec quelques réserves sur lesquelles je reviendrai. Le deuxième problème qui est apparu avec le temps, il est beaucoup plus aigu aujourd'hui, ou il apparaît de façon beaucoup plus aiguë aujourd'hui qu'avant, en raison de l'existence des sites des archives, c'est la durée de l'expertise, la durée de la publication des articles qui peut prendre, dans beaucoup de cas, jusqu'à 1 an et demi, même 2 ans. Et dans certaines sciences, dans les sciences économiques, ça va jusqu'à 3 ans. Donc il faut vraiment là se rendre compte qu'il y a un retard à la diffusion des connaissances, et puis là aussi une frustration pour les auteurs qui est considérable. Et puis il y a des problèmes d'éthique, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors tout ça fait qu'on cite volontiers des cas malheureux. Je voudrais en citer 3 parce qu'ils sont fameux. Bon, le premier, il a rapport avec un manque d'intégrité, une méconduite, comme on dit, d'un chercheur. Je pense à ce chercheur coréen qui avait annoncé la production de cellules embryonnaires à partir d'un clonage humain, et les données étaient fabriquées, fausses, ils ont été publiés dans une très grande revue. Il y a eu d'autres exemples nombreux de ce type. Deuxième exemple, c'est celui de Wakefield qui avait publié dans le Lancet un article démontrant, disait-il, que la vaccination contre la rougeole provoquait de l'autisme chez des enfants. C'était totalement faux, c'était frauduleux. Et puis même un autre exemple plus récent qui est français, c'est l'article de Serralini, que connaît bien Bernard Meunier, qui n'était pas proprement parlé frauduleux, qui était simplement erroné, complètement erroné dans l'analyse statistique, qui était accepté dans une revue américaine à comité de lecture. Et il y a eu de telles protestations, et ce n'est pas banal, que la revue a décidé de retirer l'article quelques mois après. D'ailleurs, ultérieurement, les travaux menés par la Commission européenne ont montré que cet article était totalement erroné dans ses conclusions. Alors, tout cela étant dit, est-ce qu'on peut se passer de l'évaluation par les pairs? Bon, je vous ai déjà indiqué que c'était quasiment impossible. Alors ça se fait dans la pratique, et le problème a été mentionné brièvement tout à l'heure par les revues prédatrices, qui finalement ne font pas d'expertise par les pairs. Prétendent en faire, elles ne le font pas. Et d'ailleurs, un article factice, vous le savez, a été envoyé à un très grand nombre de revues prédatrices, appelons-les comme ça, c'est le mot qu'on utilise, et l'article en question, qui était factice, a été accepté par la très grande majorité des revues, pas toutes. PLOS ONE, qui était une revue ouverte non prédatrice, l'a refusé, je tiens à le dire. Donc, bon, ça c'est clair que ces revues, on les condamne tous. Heureusement, elles n'ont pas trop contaminé notre milieu scientifique français, mais dans certains pays en Asie, c'est un vrai problème. Alors le problème est complètement différent, bien sûr, quand il s'agit des archives, que nous encourageons tous, cela a été dit, où il n'y a pas de revue par les pairs. Il y a simplement une vérification de la qualité de base de la présentation, mais il n'y a pas d'évaluation de l'importance ou de l'originalité des articles. C'est quelque chose d'extrêmement utile, extrêmement important, j'y reviendrai, surtout quand ça peut être doublé de commentaires postérieurs au dépôt, sous la forme de forums ou d'épijournaux. Donc là, il y a une richesse extraordinaire, et je disais donc que j'en parlerai tout à fait en concluant. Les bonnes pratiques de l'expertise par les pairs, je ne vais pas les traiter parce que ça serait trop long, vous les connaissez tous.
Je dirais simplement qu'il faut s'attacher à veiller à la possibilité de reproduire les données, à vérifier l'intégrité scientifique d'un sujet d'actualité autant qu'on puisse le faire. Ce n'est pas évident. Il faut regarder les articles en détail, les figures. C'est un problème qui se pose. Mais j'insisterai surtout sur un seul point concernant les bonnes pratiques, c'est de donner l'avantage à l'originalité et à la nouveauté par rapport aux liens qui peuvent exister par rapport à des sujets, à la mode ou certaines technologies. Ça a l'air banal de dire ça, mais c'est quand même un vrai problème dont il faut tenir compte. Alors, rentrons maintenant un peu dans la cuisine de l'évaluation par les pairs dans les journaux. Il y a un premier problème que je voudrais évoquer brièvement parce qu'il est, à mon avis, assez sérieux et assez grave. C'est celui de la présélection des articles à expertiser. Il est devenu assez commun et généralisé pour la plupart des revues d'éliminer un certain nombre d'articles dès qu'ils sont reçus sans les soumettre à des pairs. C'est une pratique que je comprends personnellement et il a été même montré par un essai randomisé que si le taux d'élimination initiale de ces articles n'était pas trop élevé, ça ne changeait pas vraiment les chances d'un article d'arriver jusqu'à la publication. En plus, ça a l'avantage de pouvoir répondre rapidement à un auteur qui n'avait aucune chance d'être publié dans le journal où il avait envoyé son article et de pouvoir le soumettre à d'autres journaux immédiatement. Le problème, et c'est ce problème sur lequel je voudrais insister, c'est que l'habitude, personnellement que je condamne, a été prise par certains journaux de haute réputation de renvoyer quasiment immédiatement, ça parfois quelques heures, les articles sans les avoir lus, bien sûr, examinés à peine, et avec un taux de rejet initial qui peut atteindre... Alors, les chiffres ne sont pas connus, moi, je n'ai pas de données sur les chiffres, mais on nous dit qu'ils peuvent atteindre 70-80%, je ne sais pas si c'est exact, en tout cas, un taux extrêmement élevé. Alors, il est clair que lorsqu'on fait ce genre de choses, on va éliminer des articles qui sont d'excellents articles, originaux et importants. On sait bien, et à l'ANR on le sait plus qu'ailleurs, que lorsqu'on réduit de façon considérable le taux d'acceptation, disons, tout devient aléatoire. Et là, on arrive aux limites du système, surtout quand on va se pencher sur la personne qui opère cette sélection, cette présélection, un assistant éditeur en général, dont on aimerait être sûr de la compétence scientifique. Normalement, elle existe, mais est-ce qu'elle est au niveau de pouvoir lui donner la possibilité de rejeter ses articles comme ça en quelques minutes? C'est un vrai problème. Quels sont les critères de rejet immédiat? Tout ça devrait être beaucoup plus transparent. La question suivante, c'est celui du choix des reviewers. C'est une question évidemment centrale, parce que, je le disais, il y a très peu de reviewers à la fin, et donc s'ils sont mal choisis, ça peut être une catastrophe. Alors le choix des reviewers pose toute une série de questions, je vais brièvement les traiter pour ne pas dépasser mon temps. Il y a choisi le nombre, je disais 2, 3 souvent, c'est souvent pas assez, ça devrait être plus, mais pratiquement c'est difficile. Et d'ailleurs c'est tellement difficile que certaines revues, certains journaux demandent jusqu'à 10 reviewers, sollicitent 10 ou 12 reviewers pour être sûr d'en avoir 2 ou 3 à la fin, sans prendre forcément les meilleurs, ce qui est un vrai problème. Il y a également le problème du choix, bien sûr, de la qualité du reviewer. Le reviewer doit être compétent, doit être disponible, doit répondre relativement vite. Tout ça, ce sont des choses importantes. Et il y a vraiment une crise dans beaucoup de journaux pour trouver de bons reviewers. Et ça pose la question que j'évoquerai rapidement pour finir, du nombre d'articles qui circulent, du nombre de reviews qui sont demandés, ce qui est actuellement devenu extrêmement problématique. 2 mots encore de détail, mais ils ne sont pas peut-être intéressants. Est-ce qu'il faut tenir compte des suggestions de reviewers données par les auteurs? Sans doute que oui, il faut faire attention parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Il y a même, ça c'est terrible, des escrocs, on peut le dire, qui ont trouvé des systèmes, je n'ai jamais bien compris comment ça marchait, bien que ça ait été expliqué dans 1 ou 2 articles, pour donner une adresse d'un reviewer proposé qui soit telle qu'en fait l'article leur revienne et qu'il soit le propre reviewer de leur article, ce qui est assez étonnant, mais ça existe, je vous garantis que ça existe. Donc, je ne parlerai pas non plus des compensations des reviewers, je dirais simplement un mot.
Bon, il n'est pas question d'honoraire, mais si on pouvait trouver une façon de valoriser le travail des pairs, le long, lourd travail des pairs pour leur carrière, simplement que ça apparaisse dans leur CV, je ne sais pas, ça serait vraiment quelque chose d'utile. Peut-être qu'ils peuvent publier, certaines revues le font, les reviews. C'est un problème qui pose le problème de l'anonymat qui est un peu compliqué. Alors, le moment important, bien sûr, c'est aussi la décision. Et de nouveau, on retombe sur qui prend la décision. Décision qui va être fondée sur 2 ou 3 expertises. Et c'est un vrai problème parce que j'ai indiqué les limites de la chose, les limites du système. Il faut que la personne qui prend ces décisions soit une personne d'une compétence incontestable, et on aimerait toujours le vérifier. Et c'est sans doute assez variable d'un journal à l'autre. Il y a des journaux où ça marche extrêmement bien, on a totalement confiance, d'autres moins bien. Alors, je ne vais pas développer toutes les qualités d'un bon reviewer qui doivent procéder à ce choix de reviewer, mais c'est bien sûr quelque chose qui doit être considéré au premier plan, parce que le choix du reviewer va conditionner dans une large mesure Alors, le problème du traitement des expertises est, à mon avis, très important. Il est, je vous le dire, de mieux en mieux géré par un grand nombre croissant de journaux. Il ne faut pas simplement que l'éditeur, l'assistant éditeur, renvoie les revues, les expertises sans commentaire, accepter, refuser, révision. Vous regarderez ce qu'il y a dans les expertises et vous faites ce qu'il vous demande. Je pense qu'il est vraiment important qu'il y ait un effort, et c'est un gros travail, que les éditeurs fassent une synthèse des expertises qu'ils ont reçues, modulent l'importance des expertises en fonction de l'idée qu'ils peuvent se faire de la qualité des expertises, de leur pertinence, et ne fassent pas des recommandations en bloc qui sont d'ailleurs souvent irrecevables. Les commentaires sont contradictoires pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Il est quasiment impossible de pouvoir s'y tenir. En plus, tout cela rallonge, je le disais, les publications prennent parfois 1 an ou 2, avec une petite chose, je le signale parce que je l'ai vu très précisément, dans certains journaux, il y a date de soumission, date d'acceptation, mais c'est tellement loin l'un de l'autre, ils sont tellement loin de l'autre que c'est la date de soumission de la version révisée, pas de la première soumission. Bon, ça c'est la décision, un élément capital parce qu'elle va conditionner beaucoup de choses. Et puis, il y a un dernier problème que je voudrais évoquer avant de terminer, c'est celui de l'éthique. Alors, il faut distinguer l'éthique des pairs, des experts, et l'éthique des éditeurs. Pour les pairs, les problèmes d'éthique, ils sont clairs. C'est d'abord la compétition. Par définition, l'article va être envoyé à quelqu'un qui connaît le sujet. Et quand le sujet est un peu pointu, ça va être le compétiteur ou un des quelques compétiteurs. C'est une évidence, c'est peut-être une compétition directement sur le sujet ou avec la personne pour une carrière. Bon. Il y a également les conflits d'intérêts financiers lorsque l'expert a une relation avec une compagnie, une industrie. Il peut y avoir d'autres types de compétitions, simplement de personnes, les amis ou les ennemis pour parler simplement, mais ça existe en sciences comme ailleurs. Et là, ça perturbe beaucoup les choses. Il y a même d'autres types alors de conflits d'intérêts, je voudrais y passer très rapidement parce qu'ils sont intéressants à discuter si on avait le temps de le faire. C'est le conflit d'intérêts pour le genre. Il y a des études qui ont montré que les femmes étaient plus indulgentes avec les femmes et les hommes plus indulgents avec les hommes. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai, certains papiers le suggèrent, d'autres pas. C'est un point. Mais il y a des conflits d'intérêts aussi avec l'origine géographique des auteurs. C'est vrai qu'il y a une tendance parfois à plus considérer un article qui vient de Harvard qu'un article qui vient d'un pays moins développé. Et tout ça, ce sont des problèmes. Il y a d'autres sujets et c'est à l'éditeur, normalement, de faire le choix. Bon, donc, les solutions à ça, les solutions sont compliquées. La levée de l'anonymat est souvent discutée. Bon, c'est bien si l'expert accepte. Mais bien souvent, il refusera parce qu'il craindra toute une série de choses que vous pouvez imaginer vous-même, en particulier des représailles lorsqu'il peut y en avoir, et ça existe, il ne faut pas se cacher les yeux. Donc on peut quand même faire quelque chose dans ce sens-là, et moi j'aime beaucoup la solution de eLife, qui consiste à donner à chaque expert le nom des 2 autres, quand il y en a 3, et d'organiser une discussion ouverte entre les 3 reviewers,
ça protège quand même beaucoup. Mais je pense personnellement que la meilleure solution pour ces problèmes d'éthique, ça ne résout pas tout. C'est le dépôt sur les sites. Parce que si, comme les choses se généralisent, et la plupart des grands journaux l'acceptent aujourd'hui, si les articles soumis à une revue, quelle que soit sa réputation, sont déposés sur un site comme préprint au moment de la soumission, eh bien, beaucoup des problèmes de compétition vont disparaître. Il restera, le manque d'objectivité. De toute façon, l'évaluation par les pairs n'est pas une science exacte. Je pense qu'il me revient maintenant de conclure. Je dirais que, paradoxalement, à un moment où tout devrait être plus facile avec les communications électroniques, avec la diffusion de la science, je pense que l'évaluation par les pairs est dans une sorte de crise. Elle est dans une crise parce qu'on apprécie, on supporte de moins en moins bien les aléas de l'évaluation par les pairs que j'ai indiqués, même si elle se passe bien dans beaucoup de journaux. Je ne voudrais surtout pas donner l'impression que je critique globalement l'évaluation par les pairs, mais il y a quand même des problèmes que nous connaissons bien. Et parallèlement, l'importance de plus en plus grande qui est donnée, au moins dans certaines disciplines, je le répète, en biologie, il faut que je batte ma coupe, parce que la biologie est une mauvaise élève de la science dans tous ces domaines. Mais en biologie, l'importance qui est donnée à cette évaluation par les pairs, à la publication dans ces journaux à haut facteur d'impact. Et vous savez, et je ne l'ai pas mentionné, mais je profite de le faire à cette occasion-là, que les problèmes d'éthique des éditeurs, c'est justement ça, c'est de tout faire pour favoriser et augmenter leur facteur d'impact et donc augmenter leurs ventes. Et ça, c'est un biais très important. Tout cela conduit à une circulation d'un nombre considérable d'articles sur le web, entre les articles qui sont soumis, rejetés d'abord, rejetés dans un second temps, les laboratoires qui publient beaucoup trop d'articles, il y a une profusion d'articles qui circulent qui est absolument invraisemblable et qu'il faudrait pouvoir limiter. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais encore faut-il y arriver. C'est pas simple parce qu'il faut changer quelque chose dans les esprits des chercheurs, dans les esprits des évaluateurs, que ce soit au CNRS, à l'INSERM, comme leurs présidents sont là aujourd'hui. Donc là, il y a un véritable problème, il faut trouver une solution. Si on veut être positif, je voudrais conclure sur une note positive, je pense qu'on peut espérer que les archives, les forums qui suivent les dépôts des articles sur les archives, les épijournaux, lorsqu'ils sont réalisables, je pense que les épijournaux sont totalement réalisables en mathématiques, sans doute en physique, beaucoup plus difficilement dans les disciplines où il y a un très grand nombre de chercheurs. En biologie, ça a été essayé, c'est extrêmement difficile, mais pourquoi pas? Il y a quelques efforts qui sont faits dans ce sens-là, et personnellement, j'essaye de le soutenir autant que je peux. C'est quelque chose d'important. Je pense que s'il y a progressivement une ouverture, grâce à la science ouverte, mais également à la transparence de l'évaluation, je pense qu'on pourrait dédramatiser ce problème de l'évaluation par les pairs, et il faudrait par là même dédramatiser ce problème des facteurs d'impact, car il ne suffit pas, comme nous le faisons tous, nous l'avons fait ici, l'Europe l'a fait aussi, nous condamnons l'utilisation des facteurs d'impact, mais on les utilise quand même. Donc là, il y a un problème aussi, et tout ça, c'est donc une question d'évolution, non seulement des techniques, mais des esprits, et je pense que tout ce qui peut être fait pour favoriser la science ouverte contribuera à cette évolution. Merci. Merci. Nous avons le temps pour des questions. Madame, oui, Madame, si vous pouvez récupérer un micro, vous identifier, poser une question rapidement. Merci. Bonjour, Marie Farge, École normale et puis CNRS. Vous n'avez pas mentionné une chose qui me semble absolument essentielle, c'est qu'aujourd'hui, la science est hyper spécialisée. Et dans tous les exemples que vous avez donnés de revues, vous avez parlé de méga-journaux. Vous avez parlé de Nature, vous avez parlé d'e-Life. Pour moi, un journal et le comité éditorial, qu'est-ce qui fait la qualité d'un journal? C'est la qualité de son comité éditorial, qui doivent être des gens eux-mêmes hyper spécialisés et des chercheurs en activité, c'est-à-dire capables de comprendre cet article qu'ils sont en train de recevoir. Et les revues que vous avez mentionnées, en particulier Nature, les éditeurs sont des employés sont des employés de la revue, et comme la revue couvre toutes les disciplines, automatiquement l'impact facteur est très grand. Si vous prenez un domaine, un sous-domaine de biologie, vous êtes en immunologie, j'imagine que vous avez une dizaine de journaux hyper spécialisés en immunologie, et c'est là que doit être fait le peer reviewing.
On a besoin de Nature, mais Nature, c'est du news et c'est de la veille Alors, scientifique. vous oubliez, ce qui pour moi n'est pas un progrès, c'est que Nature a fait des petits. Nous avons un représentant du groupe Nature ici, donc il pourra parler mieux que moi du sujet. Mais si vous prenez l'immunologie, il y a Nature Immunologie. Bon, et les problèmes de Nature Immunologie sont les mêmes que ceux de Nature. Alors, vous avez raison. Moi, alors, sur le fond, je suis assez d'accord. Je pense que des revues spécialisées peuvent gérer les problèmes que j'ai évoqués de façon un peu plus simple. Je dirais aussi, et moi, ça revient à ce que j'ai dit à plusieurs moments dans mon exposé, c'est qu'il faut redonner le pouvoir aux académiques quand ils l'ont perdu, et ils l'ont perdu dans un certain nombre de journaux. C'est tout à fait vrai, je suis entièrement d'accord. Alors maintenant, là également, les revues de spécialité, est-ce qu'il n'y en a pas trop? Et c'est une foire d'empoigne. Si vous prenez l'immunologie, que je connais bien, le journal phare de l'immunologie, un des journaux phares qui était le journal de l'immunologie, qui était le journal de la Société américaine d'immunologie, et qui était très important, est devenu maintenant une revue mineure, à cause de tout ce que je viens de raconter, même si c'est un journal de spécialité géré par des immunologistes. Donc je pense qu'il y a tout à fait du vrai dans ce que vous dites. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que les problèmes que j'ai évoqués sont assez généraux. Y a-t-il... Oui, pardon, madame, oui. Vous pouvez appuyer sur le bouton, vous identifier et poser votre question. Bonjour, Martina Knopp, CNRS. Je suis la correspondante IST, donc Information scientifique et technique pour l'Institut de physique. Et je suis par ailleurs copilote du Collège Publication dans le comité pour la science ouverte. Je voudrais commenter quelque chose que vous avez dit au début de votre discours, notamment sur la grande dispersion dans le peer review, que c'est quand même il y a une part de subjectivité là-dedans et que il convient quand même pour chaque article de trouver des bons référés. À la Société française de physique, nous avons fait une étude pour voir comment réagissent nos collègues au peer review en tant qu'auteurs et en tant que reviewers. Et d'ailleurs, il est clair qu'à plus de 90%, les collègues trouvent que c'est un système qui a certes peut-être quelques petits bémols, mais c'est quand même encore le meilleur système qu'on a pour évaluer la recherche. Donc par les pairs, et que le peer review, de façon générale, les auteurs et les référés concèdent que toujours ça améliore l'article. Et puis, on a aussi fait une expérimentation qu'on est en train de faire encore avec les collègues qui sont ici, de voir quel est le regard de quelqu'un qui est physicien, pas forcément très spécialisé sur une publication, et comment il peut servir comme évaluateur. C'est vrai pour les publics, c'est vrai pour les projets, parce qu'on ne trouve pas, on peut pas prendre quelqu'un de la discipline pour peer reviewer pour cause de compétition parfois. Donc il faut quand même trouver le bon reviewer qui a une connaissance de la chose. Et on s'est rendu compte quand même que, bon, vous allez me dire, les physiciens sont peut-être très bons, mais en physique, on peut très bien faire reviewer un article par quelqu'un qui n'est pas de la sous-discipline, parce que les grandes failles d'une publi seront toujours détectées. Il y a quand même, c'est vrai qu'il y a des spécialistes qui voient les petits détails, mais les grandes choses qui ne vont pas, quelqu'un qui n'est pas exactement de la sous-discipline peut le voir. Donc, c'est vrai qu'on a toujours cette question de comment trouver le bon reviewer, et en tant que chercheur, on est, je dirais, trop sollicité pour reviewer tout le temps, quoi. On passe notre vie à évaluer. Madame, j'ai bien compris l'ensemble de votre commentaire, mais je vais répondre très brièvement. Très brièvement. Bien sûr, je suis d'accord, je l'ai dit, et je serais désolé que mon message ait pu être compris autrement. L'évaluation par les pairs reste la règle, hein, c'est évident. Je pense que c'est indispensable, même s'il y a d'autres possibilités à côté pour publier. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, je l'ai dit dans mon exposé, je le répète, je pense que trop de revues par les pairs s'attachent aux détails, et qu'il faut regarder le fond, l'originalité, l'importance du résultat, au-delà des détails qui sont également importants. Le diable se cache dans les détails, on le sait tous, mais quand même, l'essentiel, c'est la nouveauté et l'originalité, et c'est vrai que trop souvent, il y a trop de... Bon, quand on reçoit 4 pages de recommandations, de commentaires, comme on le voit dans notre domaine, c'est souvent excessif. Je suis d'accord. Y a-t-il une autre question?
avant la pause. Oui. Ça n'est pas une question, Jean-François, c'est vraiment comment traiter le problème des brevets, des prises de brevets. Parce que même dans nos domaines de recherche fondamentale, il y a des applications qui se font. Je pense pour mon domaine, les fibres de carbone pour les radiotélescopes, les surfaces de radiotélescopes. Il y avait un contrat énorme avec Matra il y a 40 ans maintenant, avant que l'IRAM soit créé. Je pense à mes confrères qui ont découvert l'optique adaptative, application au fond d'œil, traitement des tumeurs précancéreuses par les rayonnements micro-ondes qu'on a développés pour construire les instruments de ALMA, IRAM. Et donc là, il y a aussi tout un domaine dans lequel, si on publie tout de suite, avant que même on ait... on aura la Chine qui va s'occuper de ça. Voilà, je m'excuse de le dire sous cette forme, mais... Alors, c'est une question intéressante. Je veux dire que je m'y suis penché dans un cas personnel et j'ai besoin de prendre un brevet après la publication. Et c'est avéré, alors je ne sais pas si c'est toujours vrai, je suis content d'être en face du directeur de la recherche européenne, parce que aux États-Unis, à ma connaissance, sauf si ça l'a changé, on a le droit de prendre un brevet dans l'année qui suit la publication. Si on a mesure qu'on peut prouver que les carnets de laboratoire, que tout est comme on dit, que tout ce qu'on dit est absolument vérifiable. C'est vrai que s'il y avait cette possibilité, ça répondrait à ta question. C'est le cas donc aux États-Unis. Est-ce que maintenant, en Europe, ça n'était pas le cas jusqu'à récemment? Je pense que c'est toujours pas le cas. Et c'est un problème, c'est vrai, c'est un vrai problème, parce que d'une part, ça retarde des publications, dans certains cas, parfois même pendant très longtemps. Et deuxièmement, ça empêche de prendre des brevets auxquels on n'avait pas pensé alors qu'on a fait la publication. Merci Jean-François. Je vais faire un commentaire, si tu permets, pour 2 points. Pour répondre sur le brevet, parce qu'il y a eu dans cette maison un colloque sur les brevets, avec Alain Pompidou il y a quelques années, qui a été directeur de l'Office de brevet. Lors de la création de l'Office de brevet européen, l'Europe a décidé d'abolir le délai de grâce que les Américains ont conservé, et donc ils ont l'avantage, le beurre et l'argent du beurre, ils peuvent publier rapidement et breveter dans les 12 mois. Donc l'Europe avait décidé d'abandonner ça, et personne ne peut revenir. Deuxième point, sur l'évaluation, on en a discuté largement ici, et une pratique qui s'est faite dans beaucoup d'institutions, c'est de faire des tableurs Excel avec le nombre d'impact facteurs, la position des auteurs et des choses comme ça, qui conduit à une pratique d'évaluation des chercheurs tout à fait déplorable. C'est-à-dire qu'on ne lit pas la science, on lit des titres, on regarde l'impact facteur, on peut faire même des petits algorithmes un peu compliqués, et on dit ça, il est meilleur que l'autre. Et je pense que c'est une dramatique pour le futur de la recherche, parce que ça gomme toute originalité et ça pousse les chercheurs à se lancer dans les sujets à la mode. Et je rappelle que quand on recherche des candidats à l'Académie des sciences, nous demandons une liste de 10 publications. Parce qu'on peut lire 10 publications. On ne peut pas lire 200 ou 300 publications. Il y a certains EPST en France qui ont largement utilisé très au-delà les métriques de façon à gommer un peu ça. L'évaluation des chercheurs se fait par la lecture de leurs publications. Et nous ne pouvons lire, fort heureusement, qu'un nombre limité de publications. Je vous remercie beaucoup les intervenants de la matinée.